Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux compagnons du Racornu, le 4e épisode de la campagne impériale version V4. Mes livres sont toujours en anglais, je n'ai que en anglais, donc je ne peux pas vous garantir comment sera la traduction, mais je voulais au moins vous montrer un petit peu à quoi vous pouviez vous attendre. Donc, on a déjà une très belle couverture qui nous renvoie directement en fait à un des méchants que vous affronterez dans la V4, dans le 4e épisode, hein, qui s'appelle... je ne me rappelle plus, mais qui est un membre, en fait, un maître assassin du clan Eshin, qui va être lancé contre un PNJ assez important qui cherche à lutter contre la conspiration des Skaven. Et du coup, on rentre directement dans le vrai du sujet avec un petit mot. Alors ça, j'ai du mal à y croire. Que Graeme Davis, qui s'entendait déjà pas très bien avec Cubicle 7, ait écrit un petit mot qui semble incroyablement générique. Je sais qu'il avait déjà changé, bon c'est normal, mais je crois que c'est dans le deuxième chapitre, dans le deuxième compagnon, il y avait un hommage à Carl Sagan que je trouvais un peu fait à l'arrache. Donc c'est un peu bizarre, mais je sais que de source sûre que Graeme Davis n'est plus au moment où le compagnon a été écrit, peut-être qu'il y était encore, qu'il était en partance, mais ça me semble un peu curieux d'avoir Graeme Davis qui vous salue en vous disant bah voilà, ça va être super, vous allez vous éclater, vous allez voir. Parce que lui, c'est pas très bien fini pour lui, hein, en tout cas avec Cubicle 7. Donc ce livre est plus ou moins consacré évidemment aux Skaven eux-mêmes. Je rappelle, les compagnons sont des sortes de petits livres qui rajoutent des éléments plus ou moins utiles à la campagne, mais souvent c'est plutôt des compléments qu'autre chose. Le premier et le deuxième bouquin, eux, étaient des morceaux qui avaient été retirés du livre de campagne pour être intégrés dans des bouquins à part entière. Donc si vous vous rappelez, dans le premier, il y avait comment marche l'Empire, dans le second, il y avait l'histoire des bateaux. Et ça a été, le voyage et le commerce fluvial, et ça a été réintégré dans des compagnons. Le troisième compagnon était, à mon avis, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de tous, puisqu'il introduisait des PNJ supplémentaires importants à faire jouer dans l'intrigue à Middenheim du carnaval, et en plus ajouter un super petit scénario un bout de scénar qui s'appelait la Garden Party du Graphe, qui était un événement supplémentaire que moi je trouvais absolument exceptionnel. Mais ça c'est fini, maintenant on va chasser du Skaven. Donc la première partie du bouquin, c'est concrètement un best-of de tout ce qu'on peut penser sur les Skaven, alors leur histoire, d'où ils viennent, le Conseil des 13, et comment va s'intégrer Moonbreaker, qui est le principal MacGuffin, élément central du Racornu. C'est un gros canon qui est pointé sur Morse Lib et qui va tout péter, et qui a été backé en fait par les clans, par certains des membres du Conseil des 13, sous l'auspice de Malice Ransack, qui est le principal méchant de l'histoire. Donc ça, je vous laisse voir les campagnes, les vidéos que j'ai fait à ce sujet, je vais pas trop revenir dessus. Ensuite, bon, on vous donne vaguement la description d'un prophète gris qui peut être utilisé dans sous Middenheim. Pourquoi pas, encore une fois, ça peut être notable d'avoir un PNJ supplémentaire, mais c'est un personnage qui est assez costaud. C'est un prophète gris, donc c'est quand même l'élite des prêtres Skaven, des bénis du Racornu, et je me demande si vraiment, déjà dans le scénario principal, quand vous allez sous terre, c'est pas bon signe, alors si c'est pour en plus vous friter un prophète gris, bon courage. On passe à un aperçu des clans, donc on voit les 4 grands clans qui existent, Eshin, Mulder, Pestilence et l'autre je l'ai plus, pour un peu vous expliquer avec les clans mineurs qu'ils ont sous leurs ordres, leur rôle, ce qu'ils font, et avec un tout petit élément, une page à chaque fois, sur la campagne en fait. Comment est-ce que vous pouvez lier ces clans qui sont pas forcément très importants à la campagne elle-même, notamment la relation avec Susu Middenheim, la relation avec le clan Mange, donc qui est le clan secondaire qui est mené en bateau par Malice Ransack, leur relation avec le culte du Croc Jaune, et leur relation avec Malice Ransack, tout simplement. Je vais pas lire tout, mais les détails sont assez importants, les raisons qui peuvent le fait d'utiliser un clan sont assez diverses et variées, ce qui est pas plus mal, au final. Donc on a forcément le best-of des illustrations qu'on peut trouver de la Games Workshop. Ça au moins c'est un coin positif avec Cubicle 7, c'est qu'ils ont accès à toutes les images, toutes les illustrations des précédents bouquins Games Workshop, que ce soit de la figurine ou pas. Il y a quelques petits trucs sur les maladies, mais je sais pas, c'est vraiment pas très très important. On parle ensuite encore de tout le monde, le clan Scry, donc qui sont plutôt les artificiers, si je dis pas de bêtises, et on arrive sur des armures, l'équipement Skaven, donc c'est des armes à distance, c'est des armures, et les fameuses lames Skaven, donc les shurikens qu'ils ont piqué en catet, ou les trucs un peu chelous, modifiés avec de la warpstone, ou du poison.
C'est pas mal, il y a à boire et à manger, tout est vraiment fait pour, pour adapter les règles que vous pouviez avoir dans les éditions précédentes avec les Skaven. Ça donne beaucoup plus d'éléments pour jouer ou se battre contre les Skaven. Il y a notamment des qualités d'armes qui sont rajoutées, comme le zap, où en gros ça fait l'électricité, ça bypass un peu l'armure, si vous avez une armure en métal, et les armes à Warpstone, qui sont extrêmement dangereuses, font de la corruption, mais peuvent souvent leur exploser la tronche. Les illustrations qui sont pas mal, hein, tout n'est pas génial, mais c'est plutôt une bonne cuvée dans le sens des illustrations. Donc on a les armes de mêlée, comme je disais, les grenades empoisonnées, enfin les globes cristal empoisonnés, les armes lourdes qui sont juste un peu expliquées mais qui vont pas être trop utilisées, la table de fumble du lance-flamme, enfin du lance-flamme de Warstone, hein, très marrant. Si vous aimez ça, si vous aimez les tables, si vous aimez les armes, c'est très rigolo. Là ils sont pas moqués de nous. Et enfin, on arrive sur la magie Skaven qui reprend en partie les éléments de la seconde édition, à savoir qu'il y a une nouvelle branche de magie qui est développée, la magie Skaven, que vous pouvez maîtriser donc avec un niveau toujours pareil. Il y a la Petty Magic, qui est vaguement nommée. Ensuite, il y a la magie arcanique, donc la magie de base. Et ensuite, vous avez les clans, en fait. Vous avez les magies de l'or qui sont repris. Donc, il y a le lore de la ruine, savoir de la ruine, donc avec les cloches, le savoir de la pestilence, avec nos amis fans de Nurgle, et le lore de la furtivité pour les Chines. Il me semblait qu'il y en avait un quatrième dans le bouquin de la V2, mais je peux me tromper. Ensuite, on a des bestiaires avec des trucs atroces comme les Brood Horror, qui sont vraiment les pires trucs que vous pouvez imaginer. Et bien sûr, les ogres, des ogres, les Bone Breakers, donc des espèces de rats ogres avec des armures renforcées. Ensuite, on a un mini-chapitre, c'est plus 2 pages, sur l'apprenti. Donc l'apprenti, en fait, c'est l'apprenti de Twitchkill, donc le gars à la couverture, que je vous montrais, qui est le maître assassin, qui potentiellement sera soit trop puissant, soit se fera tuer par vos joueurs, et dans les deux cas, vous pouvez utiliser son apprenti, soit pour qu'il essaie de trahir son maître, soit pour qu'il essaie de venger son maître. Ça veut dire qu'une fois que vous avez réussi, durant la première partie du scénar, à dégommer... je vais jamais y arriver, hein. Vous avez réussi à dégommer son maître, vous pouvez remettre donc Skull Spittle dans les roues de vos joueurs pour l'embêter quand ils seront dans Middenheim, quand ils seront au piquet, ou même dans les montagnes du milieu jusqu'à Karakskik. On arrive sur la conspiration Skaven, qui est en gros 2-3 pages pour vous expliquer comment les Skaven ont caché leur présence. Je suis pas transcendé, surtout que je vais vous montrer pourquoi dans pas très longtemps. Et le croc jaune, donc ça, plus intéressant déjà. Le croc jaune, si je m'abuse pas, il était illustré dans le livre de Tome de la Rédemption sur les cultes interdits, qui sont donc des humains très cyniques, qui servent les Skaven, parce qu'ils partent du principe que les Skaven seront les seuls à survivre à l'apocalypse, enfin au End Times, et quand on voit ce que Games Workshop a fait, ils avaient peut-être raison. Et donc on vous explique un peu comment ils marchent, les signes de reconnaissance. Ça, j'aime beaucoup cet illustrateur-là, j'ai l'impression que c'est les seules illustrations qu'il a fait pour le bouquin, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Mais c'est ça, en fait, on vous a fait décrire la structure du culte, les cultistes. On vous dit qu'éventuellement ils peuvent utiliser de la magie, alors c'est un peu rare, et que cette magie peut être, si les Skaven sont d'accord, ce qui est déjà une très maigre possibilité. On vous dit que que ces gens peuvent utiliser les lores de magie précédents que je vous ai montrés. Et je pense qu'ils auraient dû faire ça. Je sais pas si le bouquin principal, le Racornu, a été fait bien avant le Compagnon, mais ça me semble bizarre que quelqu'un comme Rhinamus, qui est le principal antagoniste du Croc Jaune, qui est un personnage extrêmement puissant, qui a des pouvoirs, qui est witch, qui a pas mal de trucs, elle n'a pas de magie en fait des lores de Skaven. Et je pense que si je devais refaire si je redevais faire la campagne et que Rhinamus était en opposition directe avec les joueurs, je pense que je lui mettrais quelques sorts de magie Skaven. Ça me semble très pertinent, vu son efficacité. Ensuite, on a un guide aux montagnes du milieu, qui est repris, si je dis pas de bêtises, un petit peu du bouquin sur Middenheim de la V1. On va passer beaucoup sur... de la V3 d'ailleurs, maintenant, enfin la V4 du coup maintenant. Donc on repasse sur tous les éléments que vous pouvez voir dans ces montagnes du milieu, avec notamment quelques caracs, des sanctuaires, des abris, et on a un gros plan sur la prison, en fait, la colonie pénitentiaire des mineurs, qui est située un peu en amont à une journée de marche de Middenheim. Moi j'avais fait tout un scénar avec ça, où en gros, à la fin du Poids de la Haute Trône, j'avais utilisé une espèce de vieille arnaque qui était dans la première édition, où en gros, parce que l'idée c'est que les joueurs en savent tellement sur tous les nobles de la ville, ils connaissent tous les sombres petits secrets de tout le monde, qui sont foutus en prison
par le graphe ou par l'intendant, que sais-je. Et moi, je les ai envoyés en prison directement à la colonie pénitentiaire, et j'ai fait jouer, puisqu'ils arrivaient à leur 3e niveau de carrière, ils avaient des larbins. Donc je les ai fait jouer les larbins à la place. Et donc les larbins arrivent, on leur dit, vous inquiétez pas, vos maîtres vous attendent. Donc j'avais, je sais pas, un prêtre de tâche, j'avais un inquisiteur et compagnie. Je leur dis, vos maîtres vous attendent là-bas à Middenheim. Et ils arrivent et ils les trouvent pas. Et du coup, il y a comment il s'appelle, il y a Schutzmann qui arrive et qui dit, bah, puisque vous êtes là, je vais enquêter pour retrouver vos maîtres. Bon, en ce temps-là, vous allez me filer un coup de main avec le Kittum, donc la grande conspiration, enfin le scénario principal de l'histoire. Et c'était plutôt pas mal géré mon truc, j'étais assez fier de moi, c'était plutôt cool. Et ils les ont récupérés, quand ils ont fini l'intrigue à Middenheim, ils les ont récupérés un peu plus tard. Donc on a pas mal de portraits, de personnages, voilà, il y a des grosses araignées, je déteste ça, donc je tourne la page. Ensuite on a un chapitre sur le Fort d'Airain, donc le Fort d'Airain, c'est cette espèce de grande forteresse qui était l'abri d'un nécromancien il y a très très longtemps, et quand Sigmar est arrivé, il lui a botté les fesses. Le nécromancien étant forcément un vieux nécromancien, il n'est pas vraiment mort, mais son esprit persiste dans les hauteurs. Et le Fort d'Airain a changé plusieurs fois de main, jusqu'à arriver dans les mains des Blight Kings, donc des rois de la pestilence, qui sont une espèce de gros guerriers de Nurgle. Et quand ça commence, donc le Fort d'Airain, on le voit quasiment pas en fait dans l'histoire, il est juste là pour un chapitre précis, que les Skaven du clan Mange, qui sont les Padzi de Mace Ransack, l'attaquent. Alors en fait, ils sont tous trucidés comme des gros nazes. Donc j'ai un peu de mal avec cette espèce de micro-chapitre, parce qu'encore une fois, on vous donne la topographie du lieu, on vous donne l'historique du lieu, on vous dit littéralement qu'est-ce que vous pouvez y trouver, vous prendre la Nurglesrot, qui je rappelle la maladie qui vous transforme en Nurgling, hein, enfin qui vous fait exploser, c'est absolument dégueulasse. Mais dans tout le scénario principal, quand vous allez le lire, vous verrez que c'est marqué « Attention, les joueurs ne sont pas censés aller dans le Fort d'Airain ». Et c'est répété 3-4 fois. Donc, vous me dites que je dois pas faire quelque chose, vous me montrez une disposition, une architecture d'une forteresse qui est imprenable, avec des espèces de méga monstres dedans. Je me dis, est-ce que c'est vraiment pertinent, vraiment utile? Je sais pas. Ensuite, on a quelques petits bonhommes qu'on peut croiser, donc notamment un Slayer en armure de plate pour vous filer un coup de main durant votre parcours dans la montagne du milieu. Plus intéressant, il y a le fantôme du dernier roi de Caraxkig, qui peut vous pointer du doigt si vous n'avez pas de nain avec vous vers les passages secrets, et il y a des armureries qui sont cachées dans Caraxkig, donc au nez et à la barbe des Skaven. Après, bon, on arrive sur le Dwarf Ironbreaker, qui est une classe supplémentaire qui est ajoutée. J'ai un peu de mal avec... j'avoue, en fait, je l'avais préparé un peu, mais j'ai vraiment du mal avec ce complément, ce compagnon, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont pas trop pensés, en fait, qui sont balancés à droite à gauche, et on a l'impression d'avoir une sorte de compagnon dans le vrai sens du terme, à la V2, à la V1, et je sais pas trop sur quel pied danser, très honnêtement. On a une description du Gromil, qui est l'équivalent du Mithril chez les nains. On arrive sur un vieux scénario qui a été rafistolé avec l'innarrable Hercule de Gascogne, donc qui était une parodie d'Hercule Poirot, mais qui était un gnome. Et là, ils ont changé ça en le transformant en halflin. Je suppose que c'est parce que les gnomes n'avaient pas le droit d'être trop exploités par... Enfin, je sais qu'ils ont fait un petit truc sur les gnomes dans Rough Day Hard Night, donc dans Rude Journée Dure Nuit, mais je sais pas pourquoi ils l'ont passé en... Je suppose une interférence de Games Workshop, où on a dit non, c'est pas canon qu'il soit... Enfin bref, j'en sais rien, ça me dépasse un peu tout ça. Donc c'est un chouette, par contre, le scénario en lui-même est très cool, hein. Si vous l'avez jamais joué, il y a un gamin qui est kidnappé par d'odieux bandits iléens, et Alphonse Hercule de Gascogne vous recrute pour aller sauver le gamin. Donc il faut que vous réfléchissiez, que vous faisiez des plans, que vous faisiez un plan d'action, c'est plutôt pas mal foutu. J'aime beaucoup l'illustration des odieux kidnappeurs tyléens. Et voilà, c'est plutôt rigolo. Moins rigolo, enfin plus sec de décoffrage, l'horreur dans les ténèbres, où en gros il y a une Mount Beast, donc l'espèce de gros rats dégueulasses de l'enfer, là, qui est dans une mine, et qui tue les gens au fur et à mesure, et vous êtes envoyé pour une raison abscon, obscure Y pour aller dans cette mine, et votre but c'est juste de survivre et de vous barrer en courant. Évidemment, la créature est très intelligente, et va chercher à vous stopper. Moi, j'avais essayé de l'articuler justement quand les joueurs étaient prisonniers de la colonie pénitentiaire, de l'articuler là-dedans. Mais j'ai pas eu le temps en fait, mais j'aurais voulu faire un truc comme ça, où je trouvais que ça marchait très très bien, le coup des prisonniers qui est en train de piocher jour et nuit, puis un jour ils voient que leur pote est plus là, et on leur dit il y a un truc qui se cache, et donc ils doivent survivre à cette espèce de grosse créature. Et enfin on finit, dernier chapitre, qui est assez important, mine de rien, sur le 3e opus de la mini-campagne du Maître des Tombes, qui s'appelle le Retour du Maître des Tombes.
Donc je rappelle, le maître des tombes, c'est un nécromancien qui a des gros problèmes de confiance en soi et d'ego, mais qui est très talentueux. Et plus l'aventure avance, donc on le rencontre dans le Mort-sur-Urac, avec le compagnon, et dans les Raisins de la colère, dans le Pouvoir derrière le trône, plus on avance dans cette histoire, plus il se met dans la tête que les joueurs passent leur temps à contrecarrer ses plans et sont sa némésis. Et donc il veut impérativement les vaincre, mais les vaincre à la loyale, on peut dire. Et son autre obsession, c'est de ressusciter le maître des Liches, qui est un ancien nécromancien. Évidemment, l'ironie suprême, c'est qu'en fait, à la fin, il est quasiment plus puissant que le maître des Liches, mais il a un tel problème d'ego qu'il a besoin en fait de ressusciter le maître des Liches pour qu'il voit à quel point il est exceptionnel. Donc cette histoire est découpée en plusieurs parties, il y en a 5. J'en parle dans ma petite vidéo sur les scénarios secondaires de la campagne impériale. Mais pour aller très vite, le premier scénario se passe durant l'enquête à Middenheim. Vous arrivez à la fin de Middenheim, il y a des vols dans la bibliothèque de livres qui sont dédiés aux Skaven. Il y a aussi des livres qui sont volés sur le maître des Liches et la nécromancie, et on s'aperçoit qu'en fait, le maître des tombes a a tué un professeur, l'a ressuscité, et a envoyé des livres pour les piquer. Vous retrouvez le zombie qui est à moitié tout pourri dans un KGB. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est plus confus qu'autre chose concrètement. Parce que vous êtes en train de faire une enquête sur les Skaven et on vous refout un truc de nécromancien. Alors si vous avez joué la campagne, forcément, vos joueurs seront instinctivement... Mes joueurs l'ont dit, ils m'ont dit, bon, on sait que ça concerne le maître des tombes, on sait qu'il n'est pas important pour l'histoire, qu'il reviendra nous mordre le cul plus tard, mais on va faire une distinction. Et évidemment, vos joueurs feront pareil, quoi, parce que c'est... Des gens qui savent pas que des gens qui n'ont pas joué la campagne et qui jouent ce scénario-là directement, c'est une horreur parce que ça va les perdre encore plus, ça va les prêter à confusion, encore plus de raisons. Ensuite, on a les morts qui marchent, morts sans repos. Donc, si vous vous rappelez, vous avez une suite d'étapes à faire entre Middenheim et le Piquet. Et là, vous suivez en fait l'armée du Fossoyeur qui se fait démater à chaque village. En gros, à chaque village, le Fossoyeur arrive, ressuscite les morts du cimetière et se barre. Et les vrais gens, en fait, qui vivent aux alentours, ils paniquent. Donc, il y en a dans un village, on lui jette une botte à la tête. Il croit que c'est la sainte botte de mort. Donc, il part en courant comme un gogol, alors qu'il a une armée de 150 zombies. Et après, plus rigolo, il y a une parodie de Hot Fuzz, où vous avez donc, le fossoyeur est dans un village, son armée est dématée une partie de son armée est dématée par les villageois, et il se barre en courant avec ce qu'il a de son armée. Et les villageois, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des cadavres partout, donc ils commencent à nettoyer. Et c'est là où vos joueurs arrivent. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme dans Hot Fuzz, le village, il a une excellente réputation. C'est peut-être le plus beau village du Middenland. Et ils veulent garder leur réputation pour gagner le concours. Donc ils vont essayer de tuer les joueurs pendant la nuit, parce que les joueurs, durant le jour, ils arrivent, ils disent, c'est bizarre et tout, il y a des morceaux de tripes, il y a des squelettes qui sont passés sous le tapis, c'est quand même bizarre, toute la terre est retournée partout. Et les villageois disent, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et la nuit, dans l'auberge, ils essaient de les assassiner, ça devient un truc à la Hot Fuzz, complètement débile, pour le bien commun. La 4e partie se passe sur le Piquet. Je rappelle, quand vous arrivez au Piquet, vous n'êtes pas en odeur de sainteté, puisqu'il y a un membre du Croc jaune infiltré qui balance des rumeurs sur les joueurs, et qui leur dit qu'en fait, qui a réussi à convaincre tous les autres soldats que les joueurs sont en effort de ça, sont des espions d'Aldorf. Et ce qui se passe, c'est que le Fossoyeur, pour savoir où en sont les joueurs, envoie des crânes enflammés. Enfin, il envoie des crânes d'abord cachés, qui lévitent dans l'air, puis des crânes enflammés pour les observer et les espionner. Et évidemment, il y a des crânes enflammés qui crament tout, donc ça fout encore vos joueurs plus dans la paname. Et à ce niveau-là, vous pouvez vous dire, mais attends, pourquoi est-ce qu'on va jouer tout ça? Parce que, au final, ça va frustrer encore plus les joueurs. Donc je sais pas. Moi, c'est plutôt bien passé, mais je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de jouer ça. Et le dernier acte, vous êtes arrivé à Carax-Kig, vous avez fait exploser le canon, Carax-Kig est détruit, les Skaven vous avez triomphé de Maelstrom Sack et des Skaven, le Croc jaune est KO, c'est super. Vous commencez à partir sur le ballon de Heinrich Stadtbringer, et là, forcément, quand il vous a vu, le maître des tombes arrive, parce qu'il vous a vu, en fait, il a vu les PJ rentrer dans Carax-Kig, il a fait, oh putain, c'est chaud, je vais pas y aller, donc il est resté avec son armée de zombies bien dans les hauteurs des montagnes, et quand vous êtes sorti en explosion, il a dit, ok, c'est bon, maintenant c'est mon heure, je vais me battre à la loyale contre mes némésis. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il a des carriones, il a des horreurs chasseresses, et il les envoie dans l'air. Et il fait avec sa voix, je vais vous affronter, je vais vous détruire. Et il jette en fait des squelettes sur le ballon. Et les squelettes commencent à percer le ballon. Et donc vous avez quelques rounds pour monter tout en haut, tuer les squelettes, faire en sorte que le ballon s'écrase pas. Et en même temps, il faut que vous affrontiez le seigneur,
que vous affronterez le maître des ruines, qui est sur son aurore volante, parce que sinon il va vous détruire à coup de sortilège. Donc la fameuse terreur abyssale, pardon, c'est pas une aurore chasseresse, c'est dans Toulouse. Hein. Et on a fait le tour de ces 120 pages de contenu supplémentaire. Alors, pourquoi je dis que je suis pas content? Bon, concrètement, il y a le côté découpage, je veux dire, nous balancer une carrière d'Ironbreaker nain au milieu de ce bouquin, à part pour convaincre des gens qui veulent avoir toutes les carrières d'acheter le bouquin, je vois pas trop l'intérêt. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que si vous avez la V2, vous avez probablement ce livre-là. Et dans ce livre-là, bah, il y a tout, quoi. En fait, c'est littéralement le même contenu en Reader Digest, adapté à la V4. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais moi j'ai pas la V2, etc. Je fais, ok, bah à ce moment-là, si vous n'avez pas la V2, c'est super, mais il y a un gros problème, enfin, je sais pas, mais il y a un truc il y a une petite musique qui commence à monter qui m'énerve, c'est que Cubicle 7 a dit, donc ils ont plein de projets de bouquins, il y a encore une fois, hein, cette année, il n'y a qu'un seul vrai bouquin qui est sorti, en 6 mois. En 2022, on avait eu Up in Arms, donc le truc sur les guerriers, Winds of Magic, le truc sur les magiciens, Thousand Moon et Sea of Claws. On a eu 4 bouquins. Hein. Et là, on en a qu'un, donc c'est un peu triste. Mais bref, passons. Mais ils ont annoncé que dans un futur plutôt proche, ils allaient refaire des bouquins sur les méchants. Il y aurait un bouquin sur les vampires et un bouquin sur les Skaven. Ce qui, si vous connaissez la V2, bah, il y avait un bouquin sur les vampires et un bouquin sur les Skaven. Alors, pourquoi pas, hein, moi je l'achèterais hein, dans tous les cas, donc je me pose pas la question. Mais ça m'embête, quoi, parce que j'ai l'impression que quand on achète le compagnon du racornu, on achète du matos supplémentaire sur les Skaven, qui, à mon avis, tel que la campagne est conçue, n'est pas forcément très utile, parce que vous avez déjà tellement de contenu et de matos sur les Skaven dans le bouquin de base, que je me demande vraiment si c'est très utile de prendre ce bouquin-là. Et le reste du bouquin, et si vous n'êtes pas intéressé par le côté Skaven, le bouquin n'est pas intéressant. Voilà, je vais le dire, hein, vous avez peut-être un truc sur les montagnes du milieu, mais moi, je suis assez circonspect sur ces compagnons. C'est-à-dire que j'estime que vous faire payer, allez, c'est quoi, c'est 34$, donc en gros, j'ai dû le payer 40€ plus 15€ de frais de port, ça m'a coûté 50 balles. Bon, j'avais les PDF, hein. Mais je trouve ça un peu chaud. Si vraiment je devais retenir des compagnons, si je voulais faire la liste des compagnons que je trouve utiles, il y a le 3e compagnon, donc le compagnon du pouvoir et le trône, parce que, comme je dis, il ajoute vraiment des personnages intéressants pour la campagne, pour le gros scénario du carnaval. Il y a notamment Sacha Roberts, qui est un personnage qui peut servir à introduire vos personnages roublards et voleurs dans une campagne sur les taxes. Il y a un descriptif de Brunique Claglish, donc la méchante, la bad guy, qui peut la rendre encore plus intéressante. Et il y a la garde de partie du Graphe que moi j'aime beaucoup. Et Les Raisins de la colère est un excellent scénario pour le Maître des Tombes. Et sinon, il y a le 5e bouquin dont j'essaierai de faire une sorte de critique aussi, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il offre un mini bestiaire haut niveau de monstres, donc des monstres vraiment de très haut niveau, c'est toujours agréable. Surtout quand Cubicle 7 dit non mais on fera jamais de bestiaire, bah là t'as un mini bestiaire dans ton compagnon. Et il y a des fins alternatives, donc comment on peut finir la campagne de manière différente si tel méchant prend le pouvoir, ce qui est très bien, et assez culotté. Et surtout, il y a le meilleur scénar supplémentaire de la campagne, que je trouve absolument génial, qui s'appelle le Siège de Disdorf, qui se situe juste à la fin de la campagne, juste avant le final, et que je trouve exceptionnel. J'ai adoré le jouer, enfin j'ai adoré le maîtriser, mais j'ai adoré le jouer, c'était un des meilleurs moments de la campagne. Mais j'en reparlerai. Donc en attendant, le racornu, à moins que vous ayez acheté la collector, vous voulez vraiment tout acheter, je peux pas trop vous le conseiller. Hein. Vraiment, c'est à peu près du même niveau que le premier et le deuxième, et je les trouve quasiment moins intéressants personnellement, parce qu'au moins le premier vous avez des éléments sur l'Empire, le deuxième vous aviez des éléments sur le monde fluvial, l'herboristerie, et là je suis moyennement convaincu. Donc désolé de finir sur une note comme ça, mais j'estime que c'est des bouquins que j'ai payés, que vous n'avez pas à payer, forcément, donc encore une fois, réfléchissez, ça peut être un bon investissement si vous êtes collectionneur, si vous voulez en avoir plus sur les Skaven, si vous voulez des règles supplémentaires sur les Skaven, mais moi, très cruellement, je pense que le meilleur aspect de ce bouquin, c'est la couverture. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et puis à bientôt. Salut!